Voilà, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast de Secrets d'endurance by Nolio. Et aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'une femme au parcours atypique, de la salle d'audience de Paris au terrain d'ultra trail au Moyen-Orient. Elle a su mêler droit et détermination, profession et passion. Sa vie est une course constante contre les limites et les attentes. Prête à inspirer, alors on va plonger ensemble dans son univers. Bonjour, Perrine Fage, comment vas-tu déjà? Bonjour Eric, merci de me recevoir. Ça va très bien, très très bien. Je viens de finir ma journée au bureau et je suis très contente de passer un moment avec toi. Le plaisir est partagé. En tout cas, je crois que tu sors du Thor des géants il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu peux nous en dire deux, trois mots parce que je crois que tu as fait la grosse épreuve, hein, et ça s'est plus ou moins bien passé ou comment ça s'est passé? Alors ça dépend de Ouais, quel point de quel point de vue on se base. Ça s'est pas bien passé dans le sens où j'ai pas terminé la course. Après, j'en garde un souvenir assez positif et pour moi c'était une expérience très enrichissante et qui m'a fait grandir à beaucoup de points de vue. d'accord. On y reviendra peut-être de toute façon dans cet échange. Et alors, moi, je voulais d'abord, avant de plonger dans les détails, hein, de secrets d'endurance, notamment et sur le côté mental. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, parce que qui est Perrine Fage en quelques mots? On pose la question à tout le monde, un peu le côté mindset. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, quelques phrases? Donc, alors je me présente toujours, c'est marrant, en premier professionnellement. Je ne sais pas pourquoi, alors que le professionnel ne devrait pas nous déterminer, mais bon. Donc, je m'appelle Perrine, et je suis avocat et je travaille au Moyen-Orient depuis maintenant 8 ans. Donc, je suis expatriée, donc c'est un point quand même assez important. Et mon temps libre, je le dédie à réaliser mes rêves et tout ce qui me passe par la tête. Donc, je me mets pas beaucoup de limites et je passe énormément de temps à réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau. Je suis très curieuse et donc j'essaie de toutes les choses qui me passent par la tête et je me dis, oh là là, j'aimerais trop faire ça. Eh bien, mon temps libre, je le dédie à la réalisation de ces envies. D'accord, bah écoute, on va approfondir un petit peu parce qu'on on pourrait dire entre code juridique et code de l'endurance, il y a quand même un monde qui est un peu séparé, mais bon, on peut peut-être retrouver certaines choses communes. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ta jeunesse? Est-ce qu'il y a eu des signes en fait de cette soif d'aventure et d'endurance, justement, que tu montres beaucoup aujourd'hui dans tes récits? Bah oui, alors moi j'ai été une enfant athlète en équitation, donc c'est quelque chose depuis que je suis donc entre 12 et 16 ans, j'ai été en équipe de France d'équitation. Donc je pense que cette formation, cette rigueur, ce travail et ce commitment, cet engagement qu'on a dans le sport à haut niveau, c'est quelque chose qui nous reste toute notre vie. Soit on le rejette à un certain âge, mais en général, quand on arrive à passer l'adolescence, c'est quelque chose qu'après, on garde toute notre vie. J'ai arrêté, après le bac, j'ai arrêté l'équitation, tout simplement parce que mes parents ont eu la gentillesse de me dire, tu as le choix, tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire une carrière dans l'équitation, tu peux. Et je suis partie aux États-Unis, travailler quelques mois, et puis je me suis rendu compte, en fait, en partant aux États-Unis, qu'en fait, mais j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie d'être ailleurs et en dehors de l'univers du cheval et l'équitation, bon, le sport à haut niveau en général, mais l'équitation tout particulièrement, c'est des carrières qu'on embrasse toute notre vie et où on reste dans un milieu confiné, dans le milieu du cheval. Et je me suis dit que peut-être c'était pas ce dont j'avais envie, que j'avais été au bout de ce que je voulais. Et ensuite, je suis rentrée des États-Unis et je suis allée m'inscrire à l'université. Voilà. D'accord. Donc, Bon, j'ai arrêté petit à petit le cheval parce que j'ai continué un peu et j'ai arrêté parce que pour moi, si je le faisais, c'était à fond et pas un petit peu. Donc, ça m'a pas trop intéressé de le faire à moitié. ouais, tu dis en fait que, voilà, pas à moitié, en fait, mais tu as quand même intégré, je crois, l'équipe de France à 14 ans, hein, et tu as arrêté à 17 ans. Donc, parce que, en Non, fait, oui, non, enfin, à ouais, 18-19 ans, j'ai arrêté, ouais, ouais, ah, à la d'accord, fac. Mm. d'accord. Mais bah, tu es resté quand même à haut niveau dans les sports équestres.
pourquoi justement avoir fait un focus différent? C'était un milieu fermé, tu l'évoquais. Tu retrouvais pas forcément un certain goût de l'aventure peut-être dans cette En pratique? fait, bon, déjà, il faut savoir que l'équitation, en général, pour faire carrière, on vient souvent d'une famille, il y a des exceptions, bien sûr, hein, on vient souvent d'une famille qui est cavalière, qui a déjà des écuries, etc. Donc, c'était quand même un milieu difficile à intégrer. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, et c'est marrant, c'est un peu basé sur un échec, entre guillemets. Quand j'ai passé le bac, j'étais prise juste après le bac dans une grande écurie chez le meilleur au monde en Angleterre, donc j'avais 18 ans, et chez Mark Todd, et je devais aller travailler chez lui, sauf que à 17 ans, et j'ai raté le bac, donc, parce qu'évidemment, je n'allais pas à l'école, et enfin, pas très peu, ma maman me cachait donc, elle m'a Hmm. menée en cachette à l'équitation. Donc, j'ai raté le bac. Et là, par contre, pendant un an, j'ai été punie de cheval. Donc, j'ai été punie. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie travailler comme prévu dans le milieu. Sauf que, bah, comme je ne suis pas allée chez Martot, j'ai dit, ah, je vais aller plus loin que ça, je vais aller aux États-Unis. Et puis, c'était moins intéressant, je pense, l'écurie dans laquelle je suis allée travailler aux États-Unis que si j'avais été chez Mark Todd en Angleterre. Et le fait d'aller aux États-Unis m'a vraiment ouvert de nouveaux horizons et je me suis dit, voilà, il n'y a pas que ça. Et finalement, bah, j'ai pas envie de décider aujourd'hui à 18 ans que toute ma vie, ce serait ça. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, voilà, je vais m'inscrire à la fac et il y a autre chose. Donc, je suis rentrée à 18 ans et demi. Je suis rentrée des États-Unis et je me suis inscrite à la fac. J'ai continué un tout petit peu à monter à cheval et voilà. Et donc, à moitié, ça ne m'intéressait pas et j'ai arrêté petit à petit. Ça s'est étiolé. Ouais. C'est vrai que c'est un parcours assez atypique parce que effectivement, tu es dans le milieu équestre, etc. Et c'est un milieu quand même, on va pas dire fermé, mais presque. C'est-à-dire, c'est vraiment un milieu familial avec un contexte où les gens se connaissent, où ça reste quand même avec une approche, un vocabulaire particulier. Mais justement, comment tu as pu un peu à un moment donné basculer vers et découvrir ta passion pour les sports d'endurance? Parce qu'en fait, justement, c'était pas forcément dans le milieu équestre. Absolument. Alors ensuite, donc je suis rentrée à la fac et tout ça, j'ai fait mon parcours et je suis venue au sport d'endurance par, on va dire, ma soif de voyage et d'aventure. Donc, Mhm. puisque j'ai remplacé en fait le temps que je passais sur mon cheval à organiser des voyages dans le monde entier, euh, dans des endroits les moins connus possibles, si possible. Et petit à petit, en organisant ces voyages toute seule avec mon sac à dos, j'en suis venue bah, à marcher et puis à la montagne. Et en fait, en faisant de la montagne, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même faire un peu de sport. Et puis la trentaine arrivant, je pense qu'on a tous un moment à la trentaine où on a envie de se remettre un peu au sport pour être en forme. Moi, j'avais de plus en plus soif de trek, de voyage, etc. Et puis, je me suis mis à la course à pied tout simplement parce que j'ai vu mes collègues de bureau se préparer un marathon et je me suis dit, oh là là, ça me conviendrait parce que c'est quelque chose que je vais retrouver la rigueur que j'avais dans le sport de haut niveau et en plus, je suis allée les voir sur le marathon de Paris. Il y avait plein d'émotions. Et je me suis dit, en fait, c'est bien, on peut aussi faire du sport sans gagner. Donc, pourquoi pas, moi aussi, j'aurais pas le droit de vivre ce moment et de faire toutes les émotions. Parce qu'en fait, je pense que je m'étais interdit de faire un autre sport pendant ces 10 ans où j'ai arrêté le sport. Parce que pour moi, faire un sport où on ne gagnait pas, je ne comprenais pas l'intérêt. Et quand je suis allée voir mes collègues de bureau, je me suis dit, bah, en fait, ils méritent tout à fait leur médaille parce que ces gens, pendant 12 semaines, ils ne sont pas allés boire des verres à la sortie. Ils travaillaient comme des tarés au cabinet, mais quand même, ils allaient toutes les semaines à leur entraînement de marathon. Donc, ils ont tout à fait mérité leur médaille et ils n'ont pas gagné et ils peuvent être fiers. Et donc, j'ai compris qu'en fait, on pouvait faire du sport sans gagner. Ouais, c'est intéressant et notamment aussi le fait de dire que tu souhaitais aussi voyager, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un déclic à un moment donné, justement dans le travail, qui t'a dit, bon, voilà, de rester enfermé, le lien social peut-être, etc., qui t'a dit, bon, stop, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de voir d'autres horizons. Ça s'est fait petit à petit, mais aussi par ces Mm. voyages. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais au bureau, mais la seule chose qui m'intéressait, c'était les vacances d'après. Donc là, j'ai Mhm. un peu changé de carrière. Comme tous les Euh, fonctionnaires, hein, je te rassure. j'ai un peu Oui. changé de carrière parce que bon, la profession d'avocat, c'est surtout telle que je l'exerçais en cabinet anglo-saxon.
Mhm. à Paris dans ma spécialité, donc qui était le droit de la concurrence. Je me suis dit, je ne me vois pas associée, je ne me vois pas non plus collaboratrice à l'âge que j'ai aujourd'hui, 40 ans. Et, euh, et je pense qu'à mes vacances, etc. Donc finalement, peut-être qu'il faudrait que je me réoriente. Je me suis pas, j'ai pas fait le grand changement de vie parce que je suis pas comme ça, c'est pas ma nature. Moi, j'aime bien trouver l'harmonie avec moi-même et le changement de vie que j'ai fait, c'est plutôt un compromis. J'ai basculé vers le monde de l'entreprise. Donc, je suis partie être juriste en entreprise chez Bein Sport et c'est comme ça d'ailleurs que je suis partie en expatriation au Moyen-Orient D'accord. parce Donc, tu que es le passé de milieu l'avocature, d'entreprise. excuse-moi, tu es Oui, passé de l'avocature, en fait, à une autre, quand même, entreprise et partir quand même assez loin. C'est quand même, faut avoir un juriste petit peu de d'entreprise. courage. Faut avoir un petit peu de Oui, courage quand oui, même de oui. partir. Non? C'est Oui, l'aventure. c'était un challenge. J'avais envie de m'expatrier depuis un moment. J'en avais un peu marre de Paris après 7 ans. Voilà, j'avais un peu fait le tour. Et voilà, donc je suis partie au Moyen-Orient sans même connaître la différence entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats, et avec des avis très négatifs de tout le monde. Et puis je me suis dit, bah, je vais aller me faire mon avis. Il y avait un beau projet professionnel, hein, c'était de monter une équipe. Et quand je suis partie là-bas, je me suis dit, oh là là, tu vas t'ennuyer. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps libre sans tes amis, sans ta famille? Et donc, j'ai décidé de partir avec un vélo sous le bras. Je n'avais jamais fait de triathlon. Tout le monde me disait, bon, mais on se revoit dans 6 mois au triathlon à l'Ironman d'Aix-en-Provence, au semi-Ironman. Donc, je suis partie avec un vélo sur le bras en me disant, bon, je vais avoir mon projet professionnel et puis en projet personnel, bah, me mettre au triathlon. Ah oui, d'accord. C'est vrai que ce sont des jolis des jolis défis et des exploits sportifs. Mais justement, on va y venir un petit peu sur ces défis. On va rentrer dans le vif du sujet aussi sur ce côté de l'exploration un peu des limites, hein. Et notamment, au-delà du travail, tu as quand même réalisé l'enduroman, hein, un triathlon extrême, même battu le record du monde féminin. Et comment toi, tu as vécu cette expérience? Notamment après avoir peut-être échoué à ta première tentative, il me semble, non? Oui, absolument. J'ai échoué à ma première tentative. Je m'y suis, bon, un mois après, je me suis réinscrite tout de suite derrière parce que j'avais pas envie de repasser un an à m'entraîner parce que pour le coup, c'est l'événement pour lequel je me suis le plus préparée pendant un an. Je m'entraînais vraiment énormément. Vraiment mis ma vie entre parenthèses. Bon, j'avais quand même mes 40 heures de boulot par semaine, etc. Mais donc, j'ai vraiment tout fait pour l'enduroman. Et voilà, il y a eu ce record. Je pense, avec du recul quand même, maintenant, mon approche, elle est un peu différente. Je pense que j'ai un peu fait l'enduroman pour les mauvaises raisons. La raison, c'était, je veux faire honnêtement, hein, je vais pas le cacher, quand j'avais fait un peu le tour d'Ironman, j'ai fait 10 Ironman en 2 ans, je suis allée à Mhm. Hawaï, bon, je me suis dit, j'ai pas envie de continuer à faire des Ironman pour gagner 20 minutes. De toute façon, je ne serai jamais championne du monde, donc, euh, et en fait, j'ai tapé sur Google quel est le triathlon le plus dur au monde et je suis tombée comme ça. Et il s'avérait que mon coach avait déjà entraîné des gens à cette course. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est plus du tout les raisons. Alors, tout le Mhm. monde doit dire, ah oui, c'est pas les raisons que tu choisis désormais alors que tu fais des courses de 450 km. Non, si je fais des courses de 450 km aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai tapé sur Google quel est le trail running le plus long. C'est plus du tout les mêmes raisons. Mais pour C'est l'enduroman, intéressant. Mhm. je l'ai fait pour ça, ouais. Et en fait, après, au petit à petit, pendant que je m'y suis préparée, j'ai découvert tellement de choses. J'ai d'abord découvert l'ultra cyclisme à vélo que je ne connaissais pas. Pour moi, c'était des mecs qui faisaient du vélo avec des sacoches. En fait, pendant ma préparation pour l'enduroman, j'ai découvert l'ultracyclisme à vélo. J'ai adoré. Je suis un peu sortie de ce milieu-là pour d'autres raisons, mais c'était une belle découverte. Et surtout, j'ai découvert ce que c'était que la vraie traversée de la Manche, même si quand on fait l'enduroman, on ne Mhm. fait pas la vraie traversée de la Manche puisqu'on met une combinaison. J'ai découvert tout ce milieu, cette histoire qu'il y a autour de la traversée de la Manche. Et en fait, petit à petit, j'ai mis du sens à cette course. Et d'ailleurs, j'ai tellement mis du sens qu'un mois avant l'enduroman, j'ai dit à mon coach, je n'ai plus envie de faire l'enduroman, j'ai envie de traverser la Manche. Et il m'a dit, bon, bah là, t'es pas du tout prête cette année à traverser la Manche en maillot, hein, donc si maintenant tu as tout payé, tu fais l'enduroman et on verra plus tard.
Donc, je pense que petit à petit, j'ai mis du sens dans ma pratique sportive. Et ça faisait que 3 ans, en fait, que je m'étais remis à fond dans le sport. Euh, donc voilà, c'est petit à petit, tout ça évolue. C'est comme sa façon de voyager évolue. Dans la vie, on évolue et la pratique sportive évolue aussi. Est-ce qu'on peut parler d'évolution ou plutôt de changement? Parce qu'en fait, quand on évoque finalement, tu disais le regard, enfin, on s'en fiche un peu finalement du regard des autres quand on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on va faire à un moment donné des Ironman et puis on décide de passer vraiment sur des formats beaucoup plus longs. Est-ce qu'il y a, c'est quoi ce changement? C'est la volonté vraiment d'aller explorer quelque chose de nouveau d'un point de vue physiologique, du corps, de l'esprit, du mental? Oui, ça, je pense que c'est vrai parce que c'est sûr que le format plus long ne veut pas du tout dire que c'est plus dur. Enfin, c'est ça Mhm. pour moi, il faut pas comparer des formats, c'est absurde, il n'y a aucun sens. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Et explorer des formats plus longs, moi, ce qui me plaît dans les formats plus longs, c'est aller jouer avec le manque de sommeil qui Mhm. induit dans ton corps des choses qui sont quand même assez... donc ça, c'est sur les formats très longs qui en induit du coup des réactions dans ton corps qui sont vraiment particulières et l'effort prolongé aussi de plusieurs jours, de plusieurs ou d'une semaine. Maintenant, là, tu vois, la dernière course, elle a duré une semaine fait que tu as plus l'impression de partir sur un voyage, en fait, plus que sur une course. Donc, il se passe tellement de choses. Tu finis ta course, tu te rappelles même plus. Là, j'ai fini la course. Après, on m'a fait un interview. Je me souvenais plus de ce qui... Et petit à petit, j'y reviens, etc. Et c'est un véritable voyage, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment différent. Et effectivement, ce qui se passe sur ton corps aussi est vraiment différent Ouais. quand voilà, ça n'a rien à voir. C'est intéressant ce que tu évoques parce qu'on parle quand même beaucoup maintenant on va dire finalement que les athlètes, entre guillemets, qui vont faire des défis ultra longs, bon, on peut le voir, hein, au-delà de la traversée de la Manche, dans du Roman, enfin, les choses qui sont extrêmement longues, on pourrait penser presque, tu vois, qu'ils vont créer une addiction, alors que justement, on est en train de voir sur le côté du versant de la guérison, le côté psychédélique un peu. Toi, tu dis, par exemple, tu vas justement aller chercher un peu le manque de sommeil, ça va t'amener un peu justement ce côté un peu hallucination et ce versant d'aller explorer de nouvelles données, finalement, comment ton cerveau y réagit. Parce que on est borderline quand même un petit peu quand on va, Ah oui. voilà, on va découvrir d'autres choses, c'est ça? Ah oui, oui, absolument, absolument. Et d'autres douleurs sur ton corps. Et bon, sur le cerveau, c'est sûr que là, c'est là où c'est le plus flagrant. Vraiment, sur le cerveau, ben ça, je pense que pour moi, c'est induit que par le manque du sommeil. J'en sais rien. Il faudrait faire des études plus poussées. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment très différent. C'est la façon de s'y préparer est différente. C'est un voyage. C'est, ouais, je pense qu'on peut pas comparer. Vraiment. Mhm. Justement, tu as réalisé vraiment des exploits incroyables, il faut le dire. Et c'est vrai que la traversée de la Manche, la Swiss Peaks 360 en ultra trail, tu as navigué entre le versant Ironman, le versant natation, le versant aussi trail. Moi, je voulais te poser une petite question, c'est quelle aventure tu considères enfin, comme la plus transformatrice, tu vois, je veux dire, et pourquoi? Parce que tu as fait différents formats. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est ça. Est-ce qu'elles ont la même valeur, entre guillemets, sur le côté de l'exploration ou il y a vraiment des spécificités? Il n'y a pas une seule aventure. Je pense que chaque petite aventure te mène à une autre et en fait, tu passes une petite marche à chaque fois. Euh, je pense que il y a des aventures qui m'ont fait waouh. Par exemple, la première fois où j'ai fait du vélo toute seule avec une map, mes sacoches et que j'étais sur l'autoroute en pleine nuit c'était à Oman et que je devais ça faisait 2 jours que je roulais sans dormir. Là, je me suis sentie, j'ai dit waouh. Déjà, j'adore faire du vélo. Et là, je suis toute seule au milieu de la nuit sur l'autoroute. C'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Je peux tout faire. Vraiment, c'est vraiment, je me suis dit. Et puis, j'avais un bien-être en moi. Mais en plus, bon, voilà, Oman, c'est magnifique. Il faisait beau. J'étais au bord de la mer. J'entendais les vagues. Et je sais pas, j'étais envahie de quelque chose. Vraiment, ça, c'était vraiment une aventure très, très, très marquante. La traversée de la Manche, bon, il y en a eu plusieurs, en maillot, pas en Oui. maillot, des avec échec, pas échec, mais je pense que tout a un point commun. J'ai énormément souffert. C'est quelque chose qui est très difficile.
C'est quelque chose, des moments où tu te dis, voilà, je ne vais pas y arriver, ou vraiment tu vas chercher très loin en toi, comme dans toutes les aventures, hein, dans toutes les aventures où tu es dans le dur, dans l'ultra en général, tu reviens sur tout ce qui t'est arrivé dans ta vie et toutes tes faiblesses, toutes tes peurs et tout. Mais je pense qu'en traversant la Manche, là, c'est peut-être celle qui m'a fait le plus mal. Ouais, Et en trail running, je vais dire, je pense que ma favorite a été évidemment la Swiss Peaks parce qu'il y a eu ce côté justement voyage dans la montagne. Parce que moi, donc j'ai fait beaucoup d'alpinisme, etc. Et et en fait, la course, elle est toute, en fait, c'est la traversée ouais, du Valais par les crêtes. Et contrairement au Tour des Géants où tu redescends vraiment au fin fond de la vallée, non, à la Swiss Peaks, tu restes toujours que dans sur les des crêtes. villages de montagne, et les crêtes ou villages de montagne, Ouais. mais tu descends pas. Et là, en fait, il y a eu ce côté, j'ai fini la course, je suis arrivée au lac, et ce côté, non, je veux pas rentrer, je veux rester dans les crêtes toute ma vie. Voilà, donc Ouais, c'est chaque un des aventure est moments que différente. tu voudrais conserver, mais en fait, c'est une sorte de recherche un peu de bonheur, mais qui reste éphémère quand même. Moi, je voulais J'ai revenir quand jamais même. vécu ça sur un Ironman, tu vois. Oui, c'est ça. J'ai ja- Et Oui. pourtant, j'étais contente, genre, ah, j'ai fait podium à telle course, waouh, j'ai fait un podium d'un Ironman, c'est génial. Mais ça m'a pas fait la même chose, tu vois ce que je Les, veux dire? les mêmes ressentis, c'est ça que Dans tu veux mon dire? corps, je n'ai pas Le ressenti la même chose. ressenti. J'étais fière. Je me suis dit, ah, je me Mhm. suis vraiment bien entraînée. J'ai bien respecté mes séances. J'ai fait mes séances au seuil. J'ai fait mes trucs. J'ai rempli mes cases dans Training Peaks ou machin. Mais j'ai fait mon podium. Je vais à Hawaï, c'est super. Mais j'ai pas ressenti ce bonheur que j'avais en moi d'être en train de faire du vélo avec la mer. J'ai pas ressenti cette difficulté d'être en train de nager, de voir des méduses, d'avoir peur. J'ai pas ressenti tout ça. Voilà. Ouais, c'est ouais, le versant ressenti, émotion. Mais je voulais revenir quand même parce que tu disais dans la traversée que tu te faisais mal quand même, tu vois. Et en fait, il y a quand même un paradoxe aussi, c'est-à-dire qu'on sait on va souffrir et on va souffrir aussi très longtemps. Donc, tu vois, ce degré d'acceptation, on va le chercher quand même. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, j'ai cru entendre aussi dans des interviews, tu vois, tu faisais la part entre le plaisir et la performance. Est-ce qu'on peut trouver réellement du plaisir, justement? Ben, je fais la part, mais je veux pas non plus les Hmm. distinguer au point qu'ils s'opposent. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Pour moi, ce sont deux ouais. choses, mais pour moi, ils sont pas, ils s'opposent pas. Tu peux prendre, par exemple, tu peux prendre du plaisir dans ta performance. Maintenant, j'ai pas l'impression d'aller chercher la douleur, mais Mhm. la douleur, j'essaie plutôt de l'apprivoiser. Je sais qu'elle va en faire partie et j'essaie de qu'elle passe le mieux possible. Je sais que ça va en faire partie, mais j'ai pas l'impression de la chercher, tu vois. Mhm. Mais est-ce qu'on va pas des fois justement chercher un petit peu une sorte de chaos pour montrer qu'on est vivant et finalement que ça nous permet de vivre encore des expériences plus fortes parfois, justement parce qu'il y a des choses qui arrivent comme on le prévoit pas, par exemple. C'est vrai ce que tu dis, que tu te sens plus la difficulté est intense, plus tu te sens vivant. C'est vrai. Maintenant, je fais aussi beaucoup d'aventures personnelles dans le monde entier. Souvent, en plus, c'est marrant parce que souvent, je me dis, tiens, je vais faire une aventure perso, je vais aller du Rwanda à l'Ouganda en vélo. Mais je fais pas ça tranquille. Je vais toujours, allez, je vais y aller le plus vite possible. Ou alors, ce que j'adore, c'est le cyclisme en haute altitude. Alors ça, c'est vraiment physiquement. euh, Au-dessus de 5000 mètres remontée d'école, c'est à peu près pareil que traverser la Manche. Enfin, c'est vraiment, c'est comme si tu montais un col en respirant dans un sac à poubelle. C'est, donc, c'est vrai que sur ces aventures-là, je recherche aussi quand même un petit peu la vitesse, la performance, mais ça m'arrive aussi d'aller faire du vélo, je ne sais pas, à Madagascar, et mon but, c'est d'aller voir, je n'ai pas pris mon Garmin, et mon but, c'est de rouler quand même à une certaine distance, mais d'aller rencontrer des enfants, leur montrer, les mettre sur mon vélo. Donc j'ai un peu quand même la curiosité de tout. Je n'ai pas que Mhm. et ça c'est quand même 50-50. Hein. Sur une année, je fais quand même des aventures qui sont pas non chronométrées et non performances. Ouais. Mais c'est vrai que quand même, il se trouve que souvent les aventures qui sont censées être cool, ben, elles se situent au-dessus de 5000 mètres et donc forcément quelque part, il y a un challenge. Donc, est-ce que j'ai besoin du challenge pour prendre du plaisir? Bah, j'ai envie de dire non, mais je pense que oui, quand même.
C'est tout le paradoxe du coureur de long. Il faut quand même se D'ailleurs, mentir un peu à soi-même, hein. oui, mais c'est intéressant. On est bourré de paradoxes, mais justement, on navigue Bien sûr, il toujours faut entre. vivre avec ses contradictions. Exactement, on est toujours en train de basculer sur une sorte de régulation et d'adaptation, en fait, hein, que ce soit le cerveau, le corps. Mais en fait, justement, par rapport au vélo, je crois que enfin, tu as fait un duo avec Steven, hein, le Yarrick qu'on a Mhm. reçu. C'était vraiment un grand plaisir d'avoir reçu Steven et de nous dire. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait de faire du vélo tout seul ou du vélo en duo? Parce que il nous parlait du fait qu'à un moment donné, c'est très, très, très difficile, par exemple, de passer des heures et des heures sans pouvoir parler aussi. C'est bien le silence, c'est exceptionnel pour se ressourcer, mais à un moment donné, on a besoin de lien social, non, quelque part? Ah bah, je vais te dire, quand je fais du vélo avec Steven, on parle pas beaucoup, hein. D'accord. Oui, mais ça rassure peut-être quelque part de pouvoir parler à un moment donné. Moi, j'aime bien le lien social, c'est vrai. Maintenant, mes aventures, elles sont souvent quand même solo. Ce qui me Mhm. rassure, moi, sur les aventures, je parle pas des courses, hein. Ce qui me rassure, moi, sur les aventures, bah, c'est que je suis une femme au bout du monde, toute seule. Et c'est vrai que quand je campe et que je suis toute seule, je suis quand même plus rassurée quand il y a quelqu'un. Mhm. En revanche, le lien social, quand je suis en... et encore une fois, je parle pas des courses, je parle des aventures. Euh, Quand je suis toute seule, c'est vrai que je le recherche. Et quand on est à deux en duo, finalement, on va pas trop vers les autres et parce qu'on se suffit à nous-mêmes. Est-ce qu'une aventure, elle est obligatoirement, elle doit être partagée? Je sais pas, parce que je pense que quand tu es tout seul, au final, tu vas chercher, comme tu dis, ce lien social quelque part. Oui, 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 oui. Et pour revenir à la hauteur des glaciers, je pense que un des plus beaux moments et marquants pour moi du Tour des Glaciers, c'est le moment d'humanité que j'ai eu avec ce mec avec qui j'ai pas du tout pu communiquer, mais avec qui j'ai passé les derniers 24 heures. Donc, tu vois, au final, je vais retenir un truc, c'est le lien la chose qu'on a, les 24 heures qu'on a vécues avec ce mec sur sur cette course. Ouais. Ouais, c'est chouette ce que tu évoques, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler. Il peut y avoir une sorte de rayonnement dans le silence et se Oui, comprendre en fait. Je trouve que absolument. c'est assez intéressant parce qu'on est dans une société où il faut donner beaucoup d'infos, faudrait toujours parler, pouvoir. Puis finalement, le silence, c'est aussi ou le regard ou la présence, tout simplement, peuvent aussi des choses intéressantes qu'on met de côté un peu. Donc, je trouve que dans les sports d'endurance, en tout cas, ça me semble aussi important. Moi, je voulais revenir sur notamment sur deux petites choses. Donc, la première chose, c'est la traversée de la Manche. Est-ce que, à un moment donné, on va revenir sur le côté mental et le côté émotionnel. Est-ce que tu as pu gérer à un moment donné, finalement, cette émotion qu'on appelle la peur? Est-ce qu'il est, ou voir la frustration, une sorte de déception lors de ta première tentative? Et qu'est-ce qui t'a poussé à retenter? Est-ce que tu es reparti, voilà, avec des outils que tu aurais pu avoir? Je pense que sur la première traversée, bon, ce qui m'a manqué, bon, j'ai pas eu de chance, hein, honnêtement, j'ai eu des conditions épouvantables. Euh, il s'est passé plein de choses qui étaient externes à moi, mais ce que moi j'aurais pu changer, en toute honnêteté, c'est que je n'étais pas persuadée au fond de moi que j'allais y arriver. Mhm. Si je veux être vraiment honnête avec moi, j'étais pas persuadée que j'allais y arriver. Et je pense que quand tu pars sur ce genre de truc, il faut que tu sois sûr que tu en es capable. C'est pas possible, sinon c'est. Alors bien sûr, après, tout peut se passer, etc. Mais il faut que tu sois sûr que tu es capable d'arriver en France. Et moi, je pense que j'en étais pas sûre. Comment je l'ai su? Parce que la deuxième fois, quand je suis montée sur le bateau, je savais que j'allais y arriver. Et pourtant, les conditions étaient pires. Comme quoi. Et j'ai craqué quand même la deuxième fois. C'est-à-dire que la deuxième fois, comme les conditions étaient pires, et j'étais à 1500 mètres, hein, même pas, je devais être à moins de 1000 mètres. Je voyais les gens en maillot, donc je ne sais pas à quel. J'étais allée debouer, on va dire. Non, mais j'étais à moins de 1000 mètres. Et je n'arrivais pas à passer cette barrière de courant. Je n'y arrivais pas. Le bateau, il allait d'un côté, après, il allait dans l'autre. On n'arrivait pas à me faire passer la barrière. Et là, j'ai pété un plomb. Et, et mon coach ne pouvait plus communiquer avec moi, puisque à un moment, il ne faut pas que ce soit les gens que tu connais qui communiquent avec toi parce que tu les écoutes plus. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis en retrait et le directeur de la course est venu à l'avant du bateau. Il a dit, maintenant, Perrine, si tu ouvres ta bouche, je te monte sur le bateau.
Et c'est exactement ce qu'il fallait me dire. Il fallait me remobiliser parce qu'en fait, j'étais en train de dire, je suis en train de rater. En fait, j'étais en train de dire, je suis en train de rater, Ouais, c'est pas possible. J'étais sûre que j'allais y arriver. Et mon coach, il me disait, mais tu vas y arriver. Mais non, tais-toi. Et puis, de toute façon, je vais pas y arriver parce que arriver à traverser la Manche, j'ai traversé sans combinaison. Et en fait, je partais dans des trucs qui n'avaient, c'était pas le moment. Et en fait, là où ils ont été très bons, c'est qu'ils m'ont remobilisé. Ils m'ont remis dans le truc. Déjà, la première chose qu'ils ont dit, c'est ils m'ont menacé que ça s'arrête. Et donc là, c'est là où j'ai compris que moi, j'étais pas du tout prête à ce que ça s'arrête. Et j'ai compris que s'ils me disaient ça, c'est que eux aussi ils croyaient en moi et que eux aussi. Et la première fois. Et en fait, je pense que j'étais restée sur le fait que la fois d'avant, c'est eux qui m'ont sorti de l'eau. Enfin, c'est le pilote. Et là, je voulais être sûre que qu'ils y croient, que les autres y croient aussi, ce qui était un peu absurde. Mais et là, j'ai compris que tout le monde voulait que j'y arrive, que moi, de toute façon, j'allais y arriver et que surtout, il était hors de question que je remonte sur ce bateau, et que si je remontais sur le bateau, ça aurait été ma faute. Et donc là, j'ai tout donné, mais tout donné, et je me suis physiquement, et je pense que c'est la deuxième fois dans ma vie, et les deux seules fois dans ma vie où je me suis physiquement infligé des douleurs et des blessures, tout en le sachant, mais parce il fallait que je fasse ces 800 mètres pour passer cette barrière de courant. Et là, ils m'ont dit, tu montes, si tu parles, tu montes sur le bateau. Maintenant, si on te dit que pendant 10 minutes, tu fais à fond, tu fais pas à fond pendant 10 minutes. Et effectivement, ils m'ont pas menti. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, j'ai fait à fond, j'ai passé la barrière. Après, j'ai continué à nager normalement. Mais je me suis fait des tendinites au bras et je savais que j'étais en train de me détruire. Mais voilà. Donc, ouais. C'est vraiment hmm. intéressant parce que tu évoques le fait que la première traversée, il y avait une sorte de prophétie un peu autoréalisatrice, c'est-à-dire que tu t'es dit que tu n'y arriverais pas, donc tu n'y es pas arrivé au bout du compte. Je ne suis pas Quelque dit que ça part. n'y arriverait pas. Je me suis dit, peut-être, enfin, j'étais pas certaine, quoi. Oui, mais Et quelque quand tu part, de as ne des pas être conditions certaine, difficiles, on met ouais, toujours une prophétie, le fait d'avoir un prétexte, ouais, t'as raison, t'as de raison. pouvoir arrêter quelque part. Mais la deuxième, tu t'es quand même dit que finalement, tu étais câblé à terminer et il t'est arrivé des choses, mais en fait, il y a eu des pensées parasites qui arrivent toujours, hein, Oui. et là, le fait d'entendre, le fait d'avoir eu aussi cette expérience t'a remobilisé dans le sens où tu as vraiment recherché des ressources. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut quand même aller chercher des ressources parfois insoupçonnées, c'est ce que tu évoques quand même quelque part. Tu as été en chercher. Ah oui, oui. Moi, je sais plus avec qui on discutait de ça récemment, et que voilà, qu'en fait, quand tu finis une course, même si tu as l'impression d'avoir tout donné, il te reste encore. Et là, typiquement, sur cette course-là, c'est ce que j'ai fait. C'est, j'ai arrivé, d'ailleurs, j'ai eu voilà, j'ai eu des bandes, des tendinites pendant 3 semaines après derrière. Mais je suis allée chercher vraiment au-delà de. Ouais, là, vraiment, j'ai vraiment poussé, quoi. Mm. On va justement aller dans le cœur, on a mis un petit temps juste dans le cœur du sujet du mental, et puis bah, c'est une question que je pose à tous mes invités. On entend souvent dire en fait que les sports d'endurance sont autant mentaux que physiques, mais parfois on a une vision un peu très cartésienne. Alors on peut l'avoir, et finalement on a séparé énormément ce versant mental. Finalement, on se rend compte de plus en plus que c'est fortement relié à tout. Mais toi, comment tu pourrais définir le mental? Je posais toujours la question, c'est quoi le mental pour toi? Ah, c'est intéressant comme question. Oui, Euh, je sais il y a pas, pas, le il y a pas de bonne mental. réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est une réponse à toi en fait qui te Bon, correspond. pour moi, c'est déjà, il y a l'envie. Ouais, l'envie d'être là, l'envie d'aller au bout, l'envie de. Ouais, je pense que l'envie, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Euh, Apprivoiser sa douleur, je sais pas. Ouais. Et, et bon, moi, après, dans ma tête aussi, je lie énormément le mental à mon environnement. Euh, Mhm. je vais chercher de la force dans la nature. C'est aussi pour ça que tu me verras jamais sur une course de DK Ironman, sur une boucle, parce que ça, je pourrais pas, en fait. Moi, je vais vachement chercher euh, ma force dans la nature autour de moi. Donc, c'est pour ça que j'aime le trail, même si je suis pas très forte en trail. C'est pour ça que j'aime nager dans la mer, parce qu'on dit que tu vois rien dans la mer, mais c'est pas vrai. Quand tu es dans la mer, tu sens la force de la terre, tu sens les courants, tu sens les marées, tu vois pas grand-chose dans la Manche, mais dans des lacs ou dans d'autres endroits où j'ai pu nager dans le monde, tu vois des animaux. Et en fait, tu ressens vachement la force des éléments qui t'entourent. Il y a une connexion qui est réelle.
lié Ouais, à ton cette mental. connexion, elle est fortement intéressante. C'est-à-dire, tu vas chercher des ressources finalement physiques, mais qui sont fortement reliées et que tu vas envoyer à ton cerveau parce que tu vas vraiment être connecté, tu te sens vraiment connecté avec la nature. Oui, vraiment, franchement. Et sur cette dernière partie là j'ai vraiment l'impression de communiquer quoi. Là, sur cette dernière partie du Tour des Glaciers, par exemple, sur la dernière descente, j'avais vraiment l'impression dans ma tête, peut-être que c'était mon cerveau qui n'avait pas assez dormi, mais dans ma tête, je parlais à la montagne et je disais, je ne fais que passer. Et là, il y avait des éclairs, on était dans un truc pas possible. Dans ma tête, je me disais, je te respecte, je ne fais que passer. Et quand je traversais la Manche aussi, je sens les courants, je sens la force qu'il y a dessous et je me dis, allez, vas-y, aide-moi. C'est Ouais, chouette. c'est bon. En tout cas, c'est très chouette. Merci de pouvoir te confier. On va revenir aussi sur des questions pas forcément plus terre à terre, mais qui sont fortement aussi reliées au mental. Le Norseman, en fait, que tu as réalisé, il est réputé quand même le plus dur au monde. Euh, Moi, je voulais savoir, est-ce que tu avais une sorte de prépa mentale ou justement tu dis tu vas te ressourcer et puis aussi un peu la sensation de terminer une telle épreuve. Est-ce que tu t'imagines en amont déjà de la terminer, de te mettre dans une situation voilà, de réussite? Est-ce que tu as des choses, des petits outils que tu fais en amont ou alors c'est vraiment une préparation uniquement physiologique? J'ai fait de la préparation mentale, mais plus tard. Quand Mhm. j'ai fait le Norseman, j'étais un bébé. J'étais vraiment, ça faisait un an que je faisais du triathlon. Ouais. Je me suis inscrite au Norseman, j'ai été tirée au sort parce que j'habitais dans un pays sous-représenté. Euh, et j'étais encadrée déjà quand même avec un coach. Mhm. Euh, mais je pense que non, à ce moment-là, quand je faisais ça, c'était vraiment. Et d'ailleurs, pendant la course, je pensais qu'à un truc, c'était mon dossard noir, enfin mon t-shirt noir. J'ai perdu énormément de temps à mentaliser ce stress du t-shirt noir, etc. Alors que, bon, la préparation mentale, j'en ai fait pour ma dernière traversée de la Manche. Mhm. Et c'était plus sur des techniques du screening ou je ne sais pas, des méthodes plus en fait pour essayer de plus penser à mon échec aussi, pour pas me retrouver dans cette situation-là, avoir plus. Je pense qu'aussi quelque part, j'ai un manque de confiance en moi. Je me dis toujours, Mhm. ah, bah, peut-être que je suis pas assez forte pour ça. En fait, souvent, ce que je me dis, c'est que je me suis pas assez entraînée. Ouais. Parce qu'en fait, je Mhm. pense que j'ai tellement été habituée au sport de haut niveau où on me disait toujours, si t'as pas réussi, c'est que t'as pas assez travaillé, et même pas que au sport, hein, dans la vie, en fait, à l'école, quand j'étais petite, Mhm. tout ça. Et donc, en fait, j'ai un manque de confiance en moi en me disant parfois que j'avais pas forcément en Ironman parce que j'avais coché en Ironman, c'était très scientifique et je cochais toutes les cases de mes entraînements et je faisais confiance. Et je me disais, si tu as coché toutes tes petites cases, ça va marcher. Mais après, sur l'ultra distance, bah, là, je t'avouerai que maintenant, j'ai un entraînement qui est quand même un peu moins scientifique pour l'instant. Je pense que j'y reviendrai. Et en fait, souvent, j'ai pas confiance en moi parce que je me dis, j'ai pas assez travaillé, je mérite pas. Tu vois, et ça, c'est un problème. Ouais, tu mérites pas, t'as pas assez travaillé. En fait, aussi dans ta carrière, tu as réussi à faire avocat ou vraiment aussi des métiers d'affaires exceptionnels. Donc, est-ce qu'on doit aussi, à un moment donné, comme dans le J'ai travail, beaucoup travaillé. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que dans le sport, est-ce qu'on doit vouloir tout contrôler ou contrôler un tout finalement? Non, je pense que honnêtement, on peut faire plein de choses. Et tu sais, je pense que moi, quand je faisais mes prépas Ironman où j'allais me coucher à telle heure et je faisais mon tel truc et mon machin, j'y prenais énormément de plaisir. Mais un jour, j'ai dit, bah, j'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie. Et aujourd'hui, j'ai envie de me pointer à une course, mais d'avoir mangé du saucisson 3 jours avant. Et enfin voilà. Et peut-être qu'après, j'y reviendrai. Tu vois, il y a là aujourd'hui, je me dis, j'ai envie de reprendre un entraînement avec un coach. Voilà. Mhm. Peut-être différemment de la méthode Ironman, mais j'ai envie aujourd'hui de trouver la bonne personne pour être coach. Et donc, moi, vraiment, je me dis, j'ai pas trop de certitude, tu vois. Je me dis, bah là, aujourd'hui, c'est ce dont j'ai envie. Donc, voilà. Ouais, Il n'y c'est a des pas de phases en raison. fait. Ouais. On peut évoquer des phases. Ah, en attendant, ça reste aussi une passion, parfois aussi un loisir, même quand bien même on peut faire de la compétition, avoir cette notion entre guillemets de performance, comme optimiser son potentiel. Moi, je voulais revenir aussi.
Là, est-ce que justement dans les efforts très très longs, là vraiment on est dans des efforts très très longs, est-ce qu'il y a un peu quand même un peu des techniques ou des routines mentales, puisque tu as fait un peu de prépa mentale, qui t'aident à persévérer pendant les moments les plus difficiles d'une épreuve, parce que on a des auditeurs aussi. Alors, il ne s'agit pas de trouver des solutions et d'en donner, parce qu'il n'y en a pas forcément, c'est très personnel et individuel, mais toi, par exemple, quand tu es sur le vélo pendant plusieurs jours ou finalement ou plusieurs heures dans l'eau, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent voilà, te permettre de mieux tenir? Ou il n'y en a pas, Bah alors, ou il faut ça débrancher le dépend cerveau? de, Mm. Ça dépend de l'épreuve. Par exemple, là, Mm. sur le Tour des Glaciers, ce qui a été très difficile, c'est que comme c'était des passages assez dangereux et tout ça, j'ai été physiquement, mentalement très fatiguée parce que j'étais très concentrée. Et donc, en fait, tu es concentré tout le temps, chaque pas, tac, tac, tac. Après, sur une épreuve de vélo longue, je pense que je débranche le cerveau. Je Mhm. pense pas spécialement à quelque chose. Et dans la mer, j'avais des petites techniques. Euh, Toutes les 30 minutes, je pensais à une personne que j'aimais. Et pendant 30 minutes, donc je te dis 30 minutes parce que c'est entre deux feedings pour manger. Mhm. Pendant 30 minutes, je pensais à cette personne avec que des bons souvenirs, tu vois, des bonnes choses positives et tout ça. Et toutes les 30 minutes, je changeais de personne ou je me racontais une petite histoire. J'aime bien aussi parfois me raconter des petites histoires. Euh, et puis, voilà, à vélo, non, à vélo, en général, je pense à rien. Ouais, j'essaie de penser à rien. Ah, c'est vraiment intéressant justement de switcher un peu, de voir les petites choses qu'on peut mettre en place et que le cerveau a besoin. À un moment donné, on peut complètement rester à rien faire. Et puis des fois, on va mettre des petits ancrages. Ce que tu parles, c'est aussi des petits ancrages. Alors, moi, Oui. je voulais poser aussi une autre question parce qu'en fait, quand on parle du mental, tu vas parler du sommeil, on parle aussi notamment de la fatigue et la douleur. Alors, est-ce que toi, comment tu gères en fait un peu ces notions de douleur, de fatigue lors d'une grande épreuve? Alors, la deuxième question, un peu plus vache, c'est est-ce que ton métier d'avocat t'aide à développer une certaine résilience ou une certaine mentalité? Est-ce que ça n'a rien à voir? Ah bah si, si, Ouais, mon boulot ouais. d'avocat tel que oui, à Paris Hmm. et tout ça, c'était un milieu qui était très difficile et il faut être très résilient. Euh, le boulot de juriste expatrié, c'est aussi Hmm. beaucoup de résilience Ouais, parce que tu j'imagine. travailles dans des environnements où c'est Hmm. pas tous les jours facile. Et oui, après, je pense que ma résilience, je l'ai plutôt acquis. Enfin, moi, c'est plutôt quelque chose que j'ai depuis toute petite et je pense qu'on m'a toujours dit qu'il fallait accepter des choses et qu'il fallait se battre pour réussir et qu'on n'avait rien sans rien. Donc, je pense que c'est un peu ce que j'ai dans ma tête. Pour ce qui est de la douleur, bah, faire passer une douleur, il faut penser à autre chose, tout simplement, parce qu'en fait, moi, ce que je me dis aussi, c'est, OK, tout le monde a mal. C'est-à-dire que tous les gens autour de toi, ils ont tous mal. Donc, c'est pas la peine de dire que tu as mal parce que le mec à côté, il a aussi mal. Il a même plus mal que toi, peut-être. Donc, j'essaie de me dire. Et lui, il dit rien. Alors, du coup, il ne dit rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et je pense que. Et c'est mon problème aussi, parfois, quand je suis avec des gens ou quand je fais une course avec Steven ou des gens que je Hmm. connais, j'ai tendance à plus me plaindre. Tu vois? Et quand D'accord. je suis avec des gens que je connais pas, bah, là, je me concentre et tout. Parce qu'en fait, il faut surtout pas. En fait, si tu commences à réfléchir à ta douleur, si tu commences à perdre du temps dans ta tête, enfin, c'est fini, c'est fini. Et il faut vraiment se mobiliser pour pas perdre d'énergie à réfléchir à ta douleur, à ta fatigue. Tout le monde est fatigué. Voilà. Après, sur la fatigue, bah, j'essaie quand même de respecter un protocole de sommeil quand même minimum. Ça, c'est important Mhm. parce que pour moi, et je l'ai expérimenté, et je continue à faire plein de bêtises à ce niveau-là, alors que je le sais très bien. Mais ça vaut pas le coup de pas dormir. Les gens qui disent, moi, j'ai pas dormi pendant 5 jours, en tout cas pas pour moi. Ça vaut pas le coup parce que le temps que tu perds enfin que tu gagnes à pas dormir, tu le perds en vitesse. Donc et ça va très vite, hein. Tu perds 2 kilomètres heure. Au final, bah, tu aurais pu dormir 1 heure sur 50 bornes, quoi, tu vois. Donc Mhm. ça va Ah, très vite. Le c'est calcul, c'est il est int- vite fait. ouais, c'est intéressant sur le côté douleur et fatigue. On va revenir sur le côté du sommeil. Sur la douleur, ce que tu évoquais,
C'est qu'en fait, quand tu es par exemple à Steven avec des personnes, on a l'impression que tu vas chercher un peu d'approbation. Donc, quand tu as traversé Oui. la Manche, en fait, tu n'en avais pas et ça t'a permis quand même peut-être d'aller plus loin. Est-ce que des fois, justement, on aurait peut-être des prétextes à aller se faire un peu plaindre et de pas accepter, tu vois, ce degré de douleur, alors que, Oui. voilà, Tu sais, c'est... la traversée de la Manche, une des difficultés aussi, c'est la communication avec le bateau. Mhm, Parce qu'en fait, tu n'as aucune information. Et c'est pour ça que je conseille à tous les gens qui veulent traverser la Manche, monter sur un bateau pour comprendre, sans traverser, monter sur le bateau pour comprendre pourquoi les gens qui sont sur le bateau ne vous donnent pas d'informations. Parce qu'ils n'en ont pas. Le pilote ne dit rien, on ne sait rien. Et en fait, la première fois que tu traverses, on te l'a expliqué, hein, mais toi, en fait, mhm, tu es fatigué et tu comprends pas pourquoi personne n'est capable de te dire quand tu vas arriver. Parce que tu ne peux pas savoir quand tu vas arriver. Et c'est la chose la plus dure quand tu traverses la Manche. C'est horrible que ta ligne d'arrivée, elle se déplace. Et toi, tu es en train de fournir un effort. Quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de faire du vélo, tu sais à combien de kilomètres elle est l'arrivée. mhm. Là, T'as tu pas de ne le repère. sais pas. Et c'est Mhm, horrible. C'est la chose la plus dure au monde. Et, et c'est vraiment, mais c'est une torture. C'est une torture. Vraiment. mhm. Il Et y a pas, y a pas de repère, il y a pas de repère dans ton cerveau, dans l'espace, mais il n'y a pas aussi de repère par rapport dans le temps. à une sorte d'approbation des personnes, un peu Oui, d'encouragement presque, tu vois, c'est un petit peu ça, donc on pourrait évoquer. Hein? oui. On n'a pas, en fait. C'est, Non. et, et moi, je voulais revenir aussi sur le côté de la fatigue et notamment du sommeil. Est-ce que justement, quand vous allez faire ou toi, ou même avec Steven, sur des choses Ouais. par rapport au sommeil, est-ce que vous avez un plan un peu pour justement se dire, bon, on sait qu'au bout de 3 nuits, quand même, ça devient dangereux quand on commence à avoir des hallucinations, hein. Ça, c'est maintenant un peu les travaux Oui. scientifiques l'évoquent, Oui. c'est-à-dire qu'il y a quand même un danger, les hallucinations arrivent vraiment au bout de 3 nuits. Est-ce qu'il y a un planning un petit peu de se dire, finalement, on va recharger la batterie? Parce que c'est ça, hein, c'est comme un téléphone portable, le sommeil, c'est recharger les batteries. Moi, j'essaie de respecter un protocole de 2 heures de sommeil par jour que j'avais fait sur la Swisspix et qui s'était très bien passé. Mais en fait, au final, je n'y arrive jamais à le faire. Euh, mais bon, je pense qu'il faut quand même dormir 2 heures par jour. Et c'est pas la peine. Alors évidemment, souvent tu pars de nuit, donc déjà tu as la première nuit, t'as pas dormi, mais il faut pas attendre la troisième nuit. Il vaut mieux. Je n'arrive pas moi à faire des power naps dans la journée, ça je fais pas. Je préfère dormir 2 heures. Ça dépend vraiment des gens. Mais et c- donc il y a deux choses sur le sommeil. Moi j'ai expérimenté le truc une fois dans ma vie, c'était horrible. Donc c'était ma troisième nuit sans dormir sur le vélo. Au début je faisais n'importe quoi en ultra-cyclisme à vélo. Et là, il m'est arrivé un truc, mais vraiment, j'étais à Taïwan. Bon, déjà, c'est la course où il m'est tout arrivé. Je suis tombée dans la jungle, il y avait des serpents qui tombaient des arbres. Je me suis blessée, j'ai eu une infection au genou dans la jungle, bon, bref, et tout. Et là, la troisième nuit, je me dis, il y a une descente, dans 20 bornes, il y a un village. OK. J'avais vraiment sommeil, j'étais vraiment. Et je me dis, est-ce que je m'arrête là au bord de la route? Pas. Non, je continue. Je continue, je fais 5 bornes. Et là, je me rends compte que en fait, j'avais plus de batterie sur mon Garmin. Et là, je me rends compte que le plan qu'il y avait sur la map, tu sais, on te donne une map où on stampe tous les checkpoints. Et le plan était faux et qu'en fait, c'était pas du tout. Et j'étais carbonisée, hein, j'avançais plus, j'étais à 10 km/h, hein, évidemment. Et là, je me rends compte que les 15 bornes, c'est un col et c'est pas une descente. Et que donc, un col, quand tu es carbonisé, ça va te prendre au moins 1 heure et demie, quoi. Enfin, là, j'avançais plus, je pouvais même plus pédaler et j'étais carbonisée. Et je me dis, c'est pas grave, je vais dormir au bord de la route. Sauf que cette route, des deux côtés, il y avait un ravin. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter. Et j'ai vécu ce truc, et c'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé parce que c'est très rare finalement. J'ai vécu ce truc où j'ai appelé mon coach, je lui ai dit cette fois, je vais vraiment mourir, Ryan, parce qu'en fait, j'ai sommeil et je peux pas m'arrêter. Je pouvais pas m'asseoir parce qu'il n'y avait pas de route, tu vois. Enfin, la seule chose que je devais faire, c'est me mouvoir en montée pendant 15 kilomètres. Ça veut dire que pendant 2 heures, je ne vais pas dormir. Et mon cerveau, il faisait que se redémarrer comme ça. C'était tac, tac. Je regardais la map tout le temps et tac, d'un coup, j'étais. Et là, je me disais, après, on m'a dit que ça pouvait être une torture d'empêcher les gens de dormir dans certains trucs. Et là, j'ai vraiment vécu ça. Et en fait, en haut du col, je suis arrivée, je vois un rond-point. Il n'y avait même pas d'endroit autour, hein, mais il n'y avait pas il y avait toujours encore ce ravin des deux côtés de cette route où je pouvais même pas poser mon vélo, dormir sur le côté parce que bah, je peux pas m'allonger au milieu de la route. J'ai vu en rond-point, j'ai pris ma couverture de survie, j'ai mis mon vélo et j'ai dormi au milieu du rond-point, genre 1 heure et voilà, c'était bon quoi. Et pendant cette heure et demie, j'ai vraiment cru, j'ai envoyé des messages et je me disais, ça y est, c'est fini.
Il me disait, mais tu veux que j'appelle la course, un hélicoptère, un machin? Je lui dis non, ça y est, c'est fini parce que je peux pas tenir jusqu'à ce que l'hélicoptère arrive. Je vais vraiment mourir, Ryan. J'ai vraiment cru que j'allais mourir de sommeil, en fait. C'était horrible, horrible. Je pouvais pas m'asseoir, je pouvais rien faire, juste avancer. Et après, l'autre truc aussi sur le sommeil quand tu es en groupe, on l'a vécu sur la PTL où on était trois, c'est que déjà, personne n'a le même protocole de sommeil dans la vie, hein. Euh, Personne, il y a des gens, ils font des power naps de 10 minutes et tu as des gens là sur le Tour des Glaciers qui sont devant, hein, qui sont dans les 20 premiers, bah, ils dorment 5 heures. Mais par contre, après, ils vont à bloc, mais il leur faut leurs 5 heures de sommeil ou 4 heures, j'exagère peut-être en disant 5 heures. Et quand tu es trois sur la PTL, bah, en fait, t'as pas du tout sommeil en même temps. En plus, Steven, lui, c'est quelqu'un qui dort pas beaucoup. Jonathan, lui, il dorme un peu plus. Et moi, j'attends pas la troisième nuit pour avoir des hallucinations. En général, j'en ai dès la deuxième. Ouais, d'accord. Ouais, donc, faut s'accorder en fait ensemble. C'est ça qui est pas évident, c'est ça que Et tu veux ça, dire. c'est Ouais. vraiment difficile parce que c'est vraiment personnel, le sommeil. Après, tu as des choses que tu dois pouvoir peut-être un peu travailler, mais tout le monde te dit les marins, mais les marins, ils dorment. Moi, j'ai Non, écouté plein oui, de tout podcasts à sur les fait. marins, ils dorment. C'est pas Ils vrai dorment. qu'ils dorment pas. Non, Mm. non, 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 il y a beaucoup de croyances aussi. On parle des marins, on parle des hommes politiques. On n'a pas été voir déjà s'ils dormaient ou pas. Et en fait, comme on évoque, hein, c'est-à-dire en temps de crise, vaut mieux dormir pour bien gérer la crise. Parce que le sommeil, c'est réparateur, faut pas l'oublier. Il faut dire à nos auditeurs quand même qu'il y a plusieurs phases, hein, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, etc., qu'à un moment donné, il faut quand même avoir un quota de sommeil et qu'après, ça reste des événements exceptionnels que vous vivez en fait, mais après, aussi, il y a une sorte de rattrapage, un peu de capital hein, rechargé. C'est comme un portable qu'on va mettre et il faut avoir quand même 100% de batterie avant de démarrer, puis après, on va recharger les batteries. Et la sieste, en fait, comme on dit, la power nap, etc., on l'évoque entre 15 et 20 minutes, qui permet uniquement de retrouver la lucidité. Et ça, la lucidité, je pense que c'est important dans vos épreuves parce que c'est ce que tu évoques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être dangereux, non? Quand même. Ah ouais, ça peut être très dangereux. Je me suis retrouvée sur des crêtes là, au Tour des Glaciers. Dans une situation très critique. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe, quoi. T'es en train de commencer à, tu te concentres et puis d'un coup, t'es dans une autre scène, il s'est passé un truc et là, t'es ailleurs, t'es dans un autre endroit. Tu vois, t'es en train de faire quelque chose et la seconde après, t'es ailleurs. Tu vois, et qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, même sur je, je sais plus sur, ah ben oui, non, Mm. sur le port des géants aussi. Je suis en train de marcher et je vois genre un autre. Et en fait, la seconde après, je suis au bord d'une rivière, quoi. C'est-à-dire que j'ai descendu le truc et un mec qui vient me chercher, qui a été sympa, tu vois, qui a dû voir que j'étais sortie du chemin. Il est allé me chercher, j'étais au bord d'une rivière. Là, sur le Tour des Glaciers, à un moment aussi, je marchais le long d'une rivière et j'ai été réveillée parce qu'à un moment, j'ai mis le pied dans la rivière, alors que c'était un chemin, tu vois, un chemin normal au bord d'une rivière dans un village, quoi. J'ai été réveillée parce que, ah, mais j'ai mis le pied dans la rivière. Oula, hop, tu sais, bah, c'est exactement comme quand tu t'endors au volant, quoi. C'est la même connerie, hein. Ouais, on passe dans un monde du réel un petit peu justement dans le semi-rêve. Et c'est là que ça peut être aussi dangereux parce qu'on peut se retrouver dans des mondes qui sont pas vraiment là, le monde réel. Et le monde réel peut être dangereux dans des épreuves que vous faites, notamment que ce soit en montagne, que ce soit dans l'eau, que ce soit finalement aussi en vélo. Parce qu'en vélo, on Ah parlait ouais, avec, bah, vélo, ouais. Avec Steven. Il y a un moment donné, quand même, il faut pouvoir dire, bon, stop, je prends mes heures de sommeil. C'est quand même important. C'est ça, ça fait partie aussi peut-être d'une stratégie. Là, on évoque effectivement ce versant du mental, on le sépare, mais en fait, tout est lié. Parce que si on ne fait pas ces pauses-là, tout ne fonctionne plus, que ce soit le corps ou le cerveau, en fait, quelque part. Oui, absolument. Moi, je voulais, on est finalement pas dans la fin, mais il me reste encore quelques questions, et notamment sur le côté de l'exploration de soi. Euh, En fait, on parlait tout à l'heure de l'Ironman et puis d'aller de plus en plus loin sur des versions très 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 longues et faire des 4000 km en vélo, des traversées de la Manche, enfin voilà. Euh, Toi, qu'est-ce que ça t'apporte aussi sur le plan personnel? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment sur l'exploration de soi qui apporte quelque chose dans ta vie aussi de tous les jours et qui te permet vraiment de dire, ouais, vraiment, c'est chouette et je continue à faire ça? Il y a le voyage, mais aussi le point de vue physique et mental.
Bah, c'est sûr que je me sens en meilleure santé, je me Mhm. sens bien, tu vois, et surtout, je me sens en harmonie, ça m'anime, j'ai des petits papillons dans l'ventre. Là, tu vois, hier, j'étais en train de réfléchir à la saison prochaine et j'en ai pas dormi parce que du coup, je suis un peu comme une enfant ou quelqu'un, tu sais, comme un sentiment amoureux, tu vois. Alors, est-ce que c'est Ouais. pas forcément ça que tu recherches, mais bon, déjà, il y a un bien-être, ça c'est sûr, de se dire, et puis je me sens à ma place dans ma vie. C'est vrai que depuis que je fais du sport, j'ai jamais été déprimée, même si j'ai eu des moments un peu down et tout ça. Je trouve que je fais plus face facilement aux moments difficiles dans ma vie personnelle, parce que le sport m'accompagne et me donne ça. Et puis c'est quelque chose que j'ai en moi, tu vois. Je pense que le sport, il fera toujours partie de ma vie, même si un jour, ben, malheureusement, je peux plus en faire de la même manière ou j'ai plus trop envie. Mais je pense que c'est quelque chose qui fera quand même toujours partie de moi. De toute façon, j'ai toujours cru en ces valeurs, en l'intérêt. Et je trouve que ça fait de moi aussi une meilleure personne. Je trouve que je m'intéresse plus aux gens qui m'entourent. J'ai plus d'interactions aussi. Bon, alors, c'est vrai que je reste souvent avec des gens dans le milieu sportif quand même, Oui, mais mais pas que. ceux qui comprennent aussi, peut-être Et aussi. quelque chose qui est un peu nouveau chez moi, et si tu écoutais Mm. mes anciens podcasts, tu vas dire, mais tu as toujours dit l'inverse. Et je pense que maintenant, j'ai envie peut-être de partager. Alors qu'avant, pas du tout. Mais Avant, je faisais mes aventures, j'avais pas du tout envie de transmettre. c'est J'avais chouette, envie de... en tout cas, merci de les transmettre. Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi la capacité à un moment donné à revenir aussi, à avoir d'autres avis et finalement un esprit critique. Je trouve ça très intéressant parce que des fois, il y a personnes qui vont pas sortir justement et on est beaucoup dans des croyances, dans des biais de confirmation. Et là, ce que tu évoques, c'est super intéressant. C'est-à-dire, par exemple, on a un biais de confirmation que les coureurs de long sont des coureurs addicts. Et en fait, quand on évoque l'addiction, c'est une maladie, en fait, l'addiction. On voit bien, tu n'es absolument pas malade. Bien au contraire, tu es en très bonne santé physique et mentale. Et c'est là, justement, tu vois, on peut avoir des biais de confirmation en disant, ouais, ils font du long et tu vois, ils sont addicts, etc. Alors que non, au bout du compte, c'est quelque chose qui te passionne et c'est quelque chose que tu arrives à trouver avec Ellie. On rappelle quand même, tu as quand même un métier aussi important et avec une gestion aussi importante finalement en tant que, enfin, de ton métier d'avocate à la base. Mm. Oui, oui, mais bon, après, je vois les mamans quand Mm. tu dois gérer tes enfants. Moi, Oui. j'ai pas de famille. Mm. Ça me fascine aussi. Je me dis toujours, oh là là, comment elles arrivent à avoir un métier des enfants et faire de l'ultra trail. Ça me fascine. Donc, moi, je me dis, bah, c'est facile pour moi. J'ai pas d'enfants. À chaque fois, c'est ce que je me dis. Mais bon, après, c'est vrai que voilà, chacun est différent. Mais par contre, c'est vrai que ouais, c'est un équilibre en moi. Et pour autant, quand j'ai des périodes dans ma vie où je fais pas du tout de sport et je me sens pas, oh là là, faut que j'aille m'entraîner aujourd'hui. Non, ça m'arrive surtout pendant l'hiver. Bah tiens, je vais aller plonger quelques jours quelque part. Bah ouais, ça m'arrive de passer quelques semaines sans faire de sport, quoi, tu vois. Et j'en ai pas, Mhm. je me sens pas mal. Justement, on va aller dans les questions un petit peu finales. Là, en fait, tu vis au Moyen-Orient et je pense, enfin, ça semble avoir été bénéfique en fait dans ton engagement, notamment dans le sport. Mais comment est-ce que tu parviens en fait à équilibrer ton travail, notamment dans une start-up? Je crois que tu es une start-up hein, comme Hélicoptère Company, ça, et ta passion Oui. pour l'ultra-endurance. Est-ce que tu arrives à jongler justement et on parle justement du temps imparti. Euh, le... Est-ce que tu pourrais aussi nous donner un aperçu un peu d'une semaine type au bout du compte? Alors moi, ma passion dans la vie, c'est l'organisation. Je suis une psychopathe, donc je suis psychorigide, hein, ça aide. Hein, c'est-à-dire que moi, Ouais. le lundi, je sais exactement comment. Alors voilà, encore une fois, ils vont dire, elle a pas d'enfant, elle. Euh, je sais exactement ce que je vais faire. Et si tu me changes, voilà, j'ai plus de coach, mais à l'époque, si mon coach il me change un truc, genre il me suit sur la natation avec le vélo, alors que j'avais préparé mes affaires Aïe, aïe, avant. aïe. Donc, j'aime beaucoup, en fait, j'optimise le temps parce que j'ai l'impression que du coup, je peux disposer de plus de temps en l'optimisant et en préparant les choses. D'accord. Donc, Ça rassure ton c'est vrai cerveau, en que, fait, c'est ça, de ouais, ça prédire? me rassure et parce que Mhm. sinon, moi, le matin, si je dois préparer mes affaires, j'ai l'impression que ça prend plus de temps que si je le fais la veille au soir. Je sais pas pourquoi. En fait, ça m'apaise, ouais, ouais, c'est peut-être.
Ouais, peut-être Mhm. je suis pas assez curieuse. Bref, du coup, ça m'apaise énormément. Et puis comme ça, je m'organise. C'est vrai que sur cette nouvelle entreprise où, comme tu dis, c'est un peu une start-up, donc il y a plus de, j'ai moins des horaires cadrés que j'avais chez Beansport au Qatar. Mais néanmoins, oui, oui, j'arrive à m'entraîner. Donc ici, les journées commencent tôt et les horaires sont pas énormes au bureau. Donc on finit la journée à 16h30 en général. Donc je m'entraîne le soir et Mhm. en général, je fais un ce que j'aime beaucoup au Moyen-Orient, c'est qu'ici, on se lève avec le soleil, on se lève très tôt et à 5 heures du matin en général. Et donc, j'aime bien faire un petit entraînement le matin. Ça me met de Chouette. bonne humeur pour la journée. Voilà. Et souvent, je fais un deuxième entraînement le soir. Et le week-end, alors là, c'est un peu plus compliqué parce que bon, maintenant, je suis à Riyad et là, il n'y a pas grand-chose pour s'entraîner. Donc, il faut aller prendre sa voiture, rouler 1 heure. Et là, je peux faire du vélo. Mais souvent, je vais dans d'autres coins. J'aime bien explorer le pays aussi, qui est assez nouveau. Donc, je vais camper. Ça m'apaise énormément d'aller camper dans le désert à 70 km de Riyad. On va avec les amis, on peut camper, on voit la Voie lactée. C'est assez apaisant parce que de moins en moins, en vieillissant, je supporte les villes. Et pourtant, je vis dans une énorme ville horrible et polluée. Mais c'est pour ça que ça m'apaise aussi d'aller camper ou parfois je vais dans d'autres endroits faire des petits blocs d'entraînement dans des endroits pas très loin. Mais pour sortir un peu de ça, je suis pas l'expatrié qui vit enfermé dans son camping, même si c'est le cas la semaine. J'ai besoin de sortir de mon camping. Le camping, c'est des résidences où les étrangers vivent. Euh, Moi, j'ai besoin aussi du pays dans lequel je vis, de le connaître et de connaître les gens, les Bédouins dans le désert, etc. Et ça, c'est très enrichissant. D'accord. On a bien compris quand même au début qu'il faut pas changer l'emploi du temps, hein, parce que Non. donc ouais, tu as raison. À un moment donné, il faut quand même, tu vois, pour qu'il y ait du sens, il faut quand même avoir une finalité, ordonner, le contrôler un minimum. Donc on part du sens aussi de l'entraînement et il faut organiser et il faut être organisé quand même quand on veut aussi faire une pratique de haut niveau. C'est important aussi de le souligner. Euh, En fait, là, je voulais te poser aussi une question sur les questions de prospective et on est sur la fin de notre entretien. Mais comment, toi, tu vois l'avenir? Est-ce que tu vas continuer dans cette voie? Et quels sont tes prochains défis sportifs et professionnels à l'horizon? Alors, c'est un peu, Mhm. tu vois, c'est marrant parce que je m'organise et j'ai besoin de savoir ce qui va se passer après. Et à la fois, je pourrais pas te dire où je serai dans 5 ans et ça ne m'angoisse pas du tout, tu Bah, vois. tant mieux. Par exemple, professionnellement, je sais que j'aimerais bien partir sur une autre expatriation, mais je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment. Pour l'instant, je suis bien là où je suis. Bien sûr que j'aimerais bien un jour aller vivre en Suisse et travailler pour une fédération internationale, pourquoi pas, et pouvoir aller m'entraîner le week-end dans la montagne. Ça Dans serait les mon Alpes. plan. Mhm. Voilà, ça serait mon plan Faire comme idéal. Jim Wemsley à Beaufort. Exactement. Et en même temps, ah ouais, non, mais voilà, mon rêve absolu, c'est d'habiter surtout pas du tout dans une ville. Et en même temps, je suis pas pressée parce que j'ai l'impression d'être encore jeune, mais pas du tout. Mais donc voilà, donc me laisse aussi, je tente aussi ma chance, j'ouvre les oreilles et les yeux pour voir s'il n'y a pas des opportunités, un peu peut-être aller découvrir une autre région du monde, pourquoi pas. Je trouve que l'expérience d'expatrié, c'est extrêmement enrichissant. Pour ce qui est des projets sportifs, écoute, donc, est-ce que je vais continuer à faire du sport dans les années à venir? Oui, il n'y a pas de raison pour l'instant parce que c'est ce qui me plaît. Peut-être que demain, ça me plaira plus et j'aurai envie de faire des gâteaux et je n'en sais rien. Mais j'ai envie de faire encore du trail l'an prochain. J'ai envie de continuer à découvrir aussi d'autres pays et de faire des projets personnels. Donc ça, c'est certain. Euh, Est-ce que je vais refaire le Tour des Glaciers un prochain ou une autre course de ce type? Oui. Donc, mais je sais pas encore. Là, j'hésite avec une autre course en septembre prochain. On peut rappeler le temps des Euh, glaciers, c'est combien de kilomètres et combien de dénivelé? 450 et 32 000 de dénivelé. Ouais, ouais, Voilà. non, c'est juste. Et là, j'hésite avec une autre qui est encore plus longue. Bon, bref, on Ah, verra. il y a plus dur, Euh, plus long. Enfin, c'est pas Bah, forcément dur, plus dur, mais c'est plus long, je veux voilà. dire. Hmm. C'est plus long, oui, il y a toujours plus long de toute façon. Mais c'est pas parce que c'est plus long que j'ai envie que j'hésite. C'est pas du tout pour ajouter. Pour moi, 450, c'est j'ai même pas réussi à les finir, donc c'est largement suffisant. Mais l'autre course a d'autres atouts.
qui personnellement me font hésiter. Donc voilà. Non, on verra l'an prochain, on verra. Mhm. J'ai toujours booké 2 semaines dans l'année où je suis avec ma famille, mes parents, je suis très famille, donc on se rejoint à Chamonix, on passe du temps ensemble, on mange bien, on est à la montagne, on est au même endroit tous les ans, donc ça c'est mes bases solides, c'est important pour moi. Ouais. Donc ça, il y a toujours ces 2 semaines dans l'année où je suis avec la famille. Et puis, non, et est-ce que tu vois, je me disais, tu vois, tu m'en parlais et tout, et c'est marrant parce que tu me parles beaucoup de la Manche, et hier, j'ai repensé peut-être me remettre un peu à la natation. Il y a des lacs qui me font envie, donc aller faire des traversées de lacs, notamment en Macédoine. Il y a un lac qui est magnifique, qui me donne vraiment envie de le traverser, donc pourquoi pas. Et puis, l'eau froide, c'est quand même quelque chose Ouais. d'intéressant et très bénéfique, je trouve, pour la tête aussi. Donc, pourquoi pas, voilà, plein de projets. Et puis, moi, je me dis toujours que le meilleur projet, c'est celui que je ne connais pas encore, que je vais croiser quelqu'un qui va me parler d'un endroit et je vais dire, ah bon, et je vais aller faire mes petites recherches, acheter Pourquoi mes pas? petites cartes C'est et ça. voilà. C'est, en tout cas, merci de ces confidences. Et moi, je voulais poser une question aussi. Quel conseil tu pourrais donner en fait à quelqu'un qui veut se lancer dans l'ultra-endurance, notamment à nos auditeurs, entre guillemets, qui voudrait repousser un petit peu ses limites? C'est quoi un peu les conseils de périphage? Moi, les conseils que je donnerais, c'est de pas faire quelque chose en fonction de ce que tu as vu sur les réseaux sociaux ou ce que les gens t'ont dit. Alors, je dis ça, mais moi, toutes les idées que j'ai eues, c'est parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé d'un truc et après j'ai testé, ça m'a plu et j'ai continué. Mais je pense qu'il faut faire ce dont on a envie et surtout chercher qu'est-ce qui me plaît. Est-ce que je préfère faire un 50 ou est-ce que je préfère faire un 100 ou est-ce que je préfère faire un 200? Et c'est pas grave de préférer faire un 100 et pas du tout avoir envie de faire un 170. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'aime plus faire des 170 parce que je trouve que ça me fatigue trop. Je préfère à la limite me faire un 450 et j'adore le format 100 parce que tu passes pas de nuit dehors, tout ça. Et je pense que quand on se lance, il faut pas se dire ah, je veux faire ça parce qu'un tel il fait ça. Tu vois, faut vraiment et chercher ce qu'on aime et tester des choses, être un peu curieux, aller tester des nouveaux trucs. Voilà. Mhm. Mais justement, ce que tu évoques là, c'est que les réseaux sociaux, on en parle souvent aussi dans le podcast de Secret d'Endurance, ça peut être un outil de partage, mais ça peut être aussi un outil pas top top pour justement voilà, aller la course un peu à la reconnaissance, et c'est pas forcément ce qu'on veut quand on va faire ce genre d'épreuve. Même si on Écoute, a moi, besoin j'en ai tous, hein, on en a tous énormément, besoin, hein, mais moi, j'en ai voilà. énormément souffert. Je crois que tu as reçu Marine Hum, dans ton oui. podcast. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été connue parce que on faisait l'enduroman en même temps avec Marine. Si j'avais fait l'enduroman une autre année, personne m'aurait suivi à ce moment-là. Et, euh, et j'ai découvert du jour au lendemain, hein, parce que Marine, que j'apprécie énormément, elle repostait des choses sur moi. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec 10 000 personnes sur mon compte et j'ai découvert la méchanceté des réseaux sociaux. J'ai halluciné. C'est-à-dire que j'ai fini ma course. Les gens, en fait, quand j'ai échoué la première fois, en fait, quand tu échoues, les gens, ils sont très gentils. Mais quand tu réussis et que tu commences à avoir des articles dans la presse et tout, là, tu commences à avoir des réflexions, mais genre, mais horribles, avec des gens qui me disaient, mais franchement, moi, donne-moi 10 000 euros, et je la fais, c'est que pour des gens qui ont de l'argent, je sais pas, enfin, des trucs, mais monstrueux. Et moi, je me disais, mais moi, j'ai fait ma course, mais pourquoi vous êtes aussi méchants? Moi, je connaissais rien du tout aux réseaux sociaux, hein. Et je, et j'ai trouvé ça d'une violence, si bien que ça m'a gâché le truc. Violent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de l'enduroman, honnêtement, quand je dis que bon, je dis que c'est pas les bonnes raisons et tout, mais même j'ai même plus envie d'en parler en fait, parce que ça a tellement été méchant et je n'ai pas très bien compris en fait. Par Mhm. contre, après maintenant, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre. Et tu vois, sur le Tour des Glaciers, c'était la première fois que je documentais euh, Mhm. une aventure. Donc j'avais une équipe qui me suivait. Et une des raisons pour laquelle je l'ai fait, c'est que je voulais le partager avec ma famille qui n'avait pas pu être présente et j'avais envie qu'ils voient ce que c'était, qu'ils soient là. Et c'était vraiment une des raisons. Et puis,
Et au début, je me disais, mais il me posait des questions. Le movie maker, il était embêté parce qu'il me dit, mais je dis non, mais c'est pas grave, ne me pose pas de questions. Il me dit, mais je suis là pour ça. Et j'étais gênée, je me disais, mais en fait, ce que je vais dire, ça va pas intéresser les gens, mais pourquoi? Les gens, ils vont se moquer de moi, alors que je suis à 2 km/h et tout. Et puis, en fait, bon, bah, dès que la course a commencé, j'en avais rien à foutre des caméras, j'en avais rien à foutre de rien, j'ai été vraiment moi-même, etc. Et quand j'ai vu les vidéos, et j'ai pas, moi, quand je suis dans une course, je n'ouvre même pas mon téléphone, quoi. Enfin, à part pour appeler mes parents ou mon compagnon. Et donc, pendant la course, j'ai pas du tout pensé aux caméras. Ils étaient là. Je leur répondais naturellement comme si ça avait été une assistance avec ou sans caméra. Et quand j'ai vu le résultat après, 3 jours après, j'ai vu les vidéos et je me suis dit, bah, en fait, c'est bien. C'est bien parce que c'était moi. C'est vrai. Et finalement, c'est pas mal. Et c'est une des raisons pour laquelle je me dis, bah, en fait, finalement, j'étais pas trop à l'aise avec le fait de partager. Et là, je me dis, bah, c'est quand même utile parce que je ne sais pas si ça va intéresser des gens ou pas, mais en tout cas, c'est vrai, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et si vraiment les gens veulent savoir et ont la curiosité, ben regardez les vidéos parce que c'est quand même, on dit toujours dans les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais là, en l'occurrence, c'est pas mal. Et donc, j'ai trouvé que ça avait un côté intéressant. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, il y a du bien, il y a du négatif, mais il faut aussi trouver l'harmonie et comment on l'utilise et voilà. Ouais, c'est vrai, ce que tu évoques aussi, c'est cette notion aussi, déjà, c'est un mal français, on aime bien critiquer, surtout la réussite. Au-delà de Ouais. ça, c'est aussi qu'on l'a tous, la peur de manquer ou la peur de pas être aimé. Et puis d'un autre côté, c'est évoquer ce phénomène des réseaux sociaux, comme je crois qu'il y a une philosophe et psychologue voilà, qui travaille là-dessus et notamment qui parle de vie vide. C'est-à-dire quand on peut avoir de la reconnaissance quand on connaît notre valeur, il n'y a pas besoin, on peut la partager. Quand on la connaît, il n'y a aucun souci. Et puis après, est-ce qu'on est dans une course à la reconnaissance absolue? Je ne pense pas que ce soit le cas. Et je pense que c'est plutôt parce qu'on a envie de partager qu'on va se remettre des réseaux, parce qu'on a envie justement d'amener un petit peu d'amour aux autres et de le partager, de sa passion, etc. Donc je crois qu'il faut aussi faire la part des choses et c'est surtout un travail justement mental que beaucoup de personnes doivent faire, mais que malheureusement, on est dans un monde aussi où bah, quand on a des milliers de personnes, on peut se retrouver aussi avec des milliers de personnes qui ont cette vue-là. Ouais, 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 non, mais c'est vrai que moi, j'étais pas du tout préparée à ça quand c'est arrivé et c'était horrible. Et maintenant, j'ai l'habitude, etc. En plus, bon, bah, moi, je vis pas du tout de ça. Je gagne absolument aucun argent avec ça. Donc, il y a des moments où même je ferme mon compte, des fois pendant 3 semaines, quoi. Mhm. Tu vois, j'ai pas envie, voilà, c'est bon. Euh, mais mais ouais, j'avoue, et puis surtout là, sur le tort des glaciers, bah, comme j'ai échoué, bah, tout le monde est gentil quand tu échoues, hein, t'as personne qui est méchant. Donc, bah, c'est vrai que ça m'a réconforté, ça m'a fait du bien et je me dis, putain, bah, même si t'as raté, t'as inspiré des gens, c'est cool, tu vois, c'est bien. Et peut-être que ces gens-là, moi, quand je reçois des témoignages de gens, ah, ben, grâce à toi, je suis allée, j'ai osé pas voyager toute seule, et ben, j'ai pris un avion et je suis allée faire un trek, bah, ça me fait plaisir, tu Mhm. vois. Je me dis, c'est génial. Justement, nos auditeurs, est-ce qu'ils peuvent te suivre sur tes aventures ou non, Oui, bah, c'est juste. Ouais. moi, je partage Mhm. Perrine Fage sur Instagram. Ok, Je partage. Bah, oui, je super. voyage pas mal, donc je partage. Et sinon, les courses en général, ouais, aussi. Bah écoute, c'était vraiment un échange super de t'être confié. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose, des choses peut-être à Non, dire? non, 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 j'ai rien à ajouter. Je pense qu'on a fait Voilà. Bah un écoute, bon aperçu. c'était génial en tout cas. Merci de tes confidences, qui c'est pas toujours facile hein, de se confier. Nous, on est très heureux en tout cas de t'avoir reçu et notamment, et on te souhaite enfin, de superbes aventures à venir et on va suivre ça avec grand intérêt. Bah, c'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye. Alors, je vais éteindre.